Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle rencontre et dernière rencontre. Les amis d'abord, amis IES, il va être question de... Alors on parle souvent de romans d'amour dans les salons littéraires, dans les rencontres, et là on va parler de romans d'amitié parce qu'il y en a aussi, ils sont très intéressants. C'est un sujet assez captivant, l'amitié en fait, et un sujet qu'on explore moins souvent. Donc j'étais ravie de me plonger dans ces lectures de vos livres, donc Alexandra Matine, Nolwenn Leblévenec et Valérie Rouzot. Je vais vous présenter d'abord chacune. On va entendre un extrait de vos textes et ensuite on va se lancer dans une discussion. Alors Alexandra Matine, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez travaillé dans la presse, vous avez travaillé dans la publicité. Et vous êtes aussi romancière. Vous avez publié votre premier roman, Les Grandes Occasions, en 2021. Donc c'était aux Avril, donc collection chez Delcourt qui est absolument géniale, et dont je suggère fortement de ne rater aucune sortie. Et le deuxième roman, donc c'est celui-ci, La pire amie du monde. Voilà, donc ce roman que je vais résumer en quelques mots pour qu'on place un peu le décor avant de discuter. Donc c'est l'histoire de Cyr qui travaille dans une agence de publicité à Amsterdam et qui, dès le début du texte, donc qui est la narratrice du roman, qui dès le début est dans un deuil, dans une tragédie. Elle a perdu son meilleur ami qui est mort dans un accident alors qu'il était en voyage en Thaïlande. Et pour l'instant, son corps va être rapatrié et elle encaisse la nouvelle. C'est tellement difficile pour elle qu'elle perd son travail et elle se retrouve à gérer son deuil en montant des meubles Ikea, vous savez, avec la petite clé. La clé Allen. Voilà, qui est un peu un petit personnage récurrent du texte. Et dans cette situation initiale, une autre situation vient se greffer qui est tout à fait problématique aussi pour elle, c'est qu'elle doit faire un discours à la demande de la petite amie de son meilleur ami. Elle doit faire un discours et la petite amie veut relire le discours et donc elle se retrouve à devoir écrire ce texte et à ne pas y arriver. Et elle va aller à Paris, elle va retrouver des amis communs avec son meilleur ami, elle va se replonger dans une vie sociale à laquelle elle est par moments plutôt rétive et qui en même temps va quand même lui faire du bien. Et voilà, c'est l'histoire d'une reconstruction, d'une tentative de reconstruction face à un drame évidemment absolument terrible. Et je propose que nous écoutions un extrait du texte qui sera lu par Annick, Isabelle, Isia et Lisa. Ils avaient déjeuné. Puis notre président avait convoqué une équipe pour s'occuper du sujet. Une équipe exclusivement féminine dont je faisais partie. Il nous avait assises dans son bureau et nous avait fait un discours entre la pédagogie et le reproche, que je suis sûre il pensait féministe. Un mélange de voilà ce que sont les règles et de ça ne devrait pas être un sujet tabou. Au moment du point sur le tabou, il s'était repris en ajoutant « Entre vous !» Parce que si on pouvait quand même garder les hommes en dehors de tout ça, ça serait mieux. Mais ça, il n'avait pas eu le courage de le dire. Il nous avait jeté des statistiques qu'il avait lues dans l'article que lui avait envoyé le directeur marketing de la marque. Il hallucinait. Son mot. Que 98% d'entre nous dissimulent leurs tampons quand elles sont dans un lieu public et que plus de 50% les cachent à leur domicile. Il avait baissé la voix pour nous rappeler que 80% d'entre nous refusaient de baiser pendant leurs règles. Et puis, il avait fait un clin d'œil en disant « Vous savez, moi, ça ne m'a jamais dérangé. » Il nous avait exhortés à prendre ce sujet à bras-le-corps. Que c'était notre chance de nous exprimer. L'opportunité de se venger d'années de sexisme publicitaire. Et que si nous faisions bien notre travail, grâce à nous, l'agence pouvait devenir le fer de lance d'une révolution dans la communication adressée aux femmes. Nous étions toutes des Blanche-Neige endormies. Des petites sirènes sans voix. Des chaperons rouges aveuglés.
Nous nous étions tus trop longtemps, mais qu'on se rassure, maintenant, il était là. Notre président. Le chevalier blanc qui venait nous délivrer de notre long sommeil pour nous mener vers la révolte. Ensuite, il a cité des héroïnes féminines pour nous inspirer. Il a parlé de Kill Bill et du 5e élément. Et de Scarlett Johansson, mais je ne sais pas trop comment elle rentrait dans ce classement. Jusqu'à ce qu'il ajoute Des filles avec des couilles, mais qui savent rester sexy. Il avait conclu, ça c'est votre brief, on a 2 semaines. Pendant qu'on quittait toute la salle de réunion, il avait haussé la voix une dernière fois pour nous dire en riant « Et puis, ça nous permettra enfin de vérifier si c'est vrai cette histoire de synchronisation quand vous passez trop de temps ensemble. » Il y a eu des rires gênés. Des yeux baissés. Des haussements de sourcils retenus. Le président, notre sauveur, avait renchéri en disant « Ça va les filles ? Je vous taquine. Vous avez déjà vos règles ou quoi ?» Puis il était sorti. Fier de sa blague. En ricanant et en faisant glisser sa main sur des épaules. Merci beaucoup pour cette lecture. Et donc, maintenant, je vous présente Nolwenn Leblévenec. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Obs, rédactrice en chef de la rédaction du numérique, c'est ça? Non. Oui, entre les deux. Entre le magazine et le site. Entre le print et le web. C'est ça. Et en 2021, vous avez publié également un premier roman, La trajectoire de l'aigle, aux éditions Gallimard. Et là, c'est votre 2e roman qui arrive également en ce début d'année. Et c'est un livre qui s'appelle Les Amis, qui est aussi publié donc, dans la planche chez Gallimard. Et pour en dire quelques mots, la narratrice de ce livre, c'est une femme qui s'appelle Armelle. Et au début du texte, on comprend qu'elle vit le deuil d'une amitié en 2021. Et que voilà, c'est une journée difficile pour elle puisque c'est l'anniversaire de sa meilleure amie. Et elle va rembobiner dans le texte l'histoire de son amitié, qui n'est pas une amitié, qui n'est pas un duo amical, mais un trio amical. Il y a d'abord, donc il y a Armelle qui en est l'axe dans ce roman, et puis il y a Rim qui est son amie d'enfance, donc une amitié qui s'est construite très tôt et qui a cette couleur particulière qu'ont les amitiés très anciennes. Et puis, il y a Anna qui est arrivée plus tard. Et toutes les trois, en fait, se sont rapprochées, se sont soudées en trio quand elles se sont mises à travailler dans le même journal. Ce livre est, rythmé et structuré par 2 voyages importants qui va rassembler les 3 amies. L'un se passe en Tunisie, à Djerba. Et c'est un moment assez charnière dans leur vie de femme. Donc elles sont proches et elles vont rencontrer d'autres hommes, leurs vies vont un peu chanceler, être chamboulées. Donc on voit d'un côté des portraits de femmes et puis de l'autre le portrait d'une amitié. Et puis il y a un 2e voyage qui arrivera plus tard, je crois que c'est 3 ans plus tard, et qui arrive plus tard dans le livre également, et qui là est un moment plutôt de rupture, et je vais évidemment pas vous le dire, mais on va savoir pourquoi cette rupture amoureuse qui afflige la narratrice au début du texte est arrivée, et on va comprendre comment. Donc c'est un roman qui raconte, qui pose des questions sur comment on est soi-même quand on est dans une amitié fusionnelle, comment est-ce qu'on doit fidélité, quelle loyauté on doit à ses amis, et quelle importance a l'amitié dans la trajectoire de la vie d'une femme. Voilà. Et bien d'autres choses encore. Avant de vous présenter Valérie Rousseau, nous allons écouter un extrait des Amis, lu par Sophie et Bénédicte. Le grand réveil. De même que nous avions traversé cette phase materno-logistique dans un état second, comme de vieilles Russes alcoolisées marchant pieds nus dans la rue, avec à la fois peu de conscience, peu de sensations de nous-mêmes, mais aussi avec de fortes bouffées de joie et d'amour illuminé, nous ne l'avons pas vu s'achever. Mais à bien y réfléchir, le tournant a eu lieu
un dimanche d'octobre 2014. Ce jour-là, dans le salon d'Anna, qui offre une vue plongeante sur le parvis de la gare de Lyon, Adèle s'est levée. La petite fille à l'odeur de figue a fait ses premiers pas dans le but d'aller attraper l'iPhone de sa mère et de le lancer par terre. Et j'aime penser que c'est à la seconde où l'appareil a percuté le sol qu'une énergie s'est libérée et qu'à l'autre bout de Paris, Chez Rime, à Montmartre, et dans sa tête surtout, s'est formée l'idée d'un voyage. pour nous revigorer, solder cette phase critique, laisser derrière nous la décharge de responsabilité. Et l'ambivalence de nos débuts en maternité. Allongée sur son canapé, un morceau de sein éclairé par le soleil, sa fille endormie sur son ventre, Rime a pensé à la Tunisie, parce qu'elle aime la harissa au point d'en mettre dans ses spaghettis depuis toujours. Elle a retenu l'idée toute la journée, puis, plus difficile, toute la nuit. Le lendemain matin, elle y pensait encore, quand nous étions arrivés au journal en même temps, et que nous avions traversé le dernier passage clouté, comme les Beatles. Passé la porte-tambour, nous avons salué Robert, qui mangeait des mini-viennoiseries devant des vidéos de MMA. Hop, 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 2 minutes, a-t-il crié en tendant du courrier à Anna. Devant l'ascenseur, Rime a émis un bâillement plus long que d'habitude, avec le dos de la main collé à la bouche. Je l'ai imité, et elle a dû y voir la confirmation que son idée était la bonne. Nous manquions de sommeil. Il fallait sortir de cette inertie. Acter le fait qu'il y avait eu un passage, Un changement de vie profond, que nous étions de l'autre côté, celui des adultes, des parents. mais que tout irait bien. Ce n'était pas une prison non plus. Elle a semblé guetter le bruit de la machine, qui était encore à un étage lointain. Nos genoux alignés étaient trempés par la pluie tiède de la Toussaint. Et donc, sur le sol recouvert d'une fine pellicule d'eau, elle a fait un quart de tour glissant vers nous et à nos visages restés de profil. Elle a dit « Allez, on en a trop chié là. On a bien droit à un peu de liberté. Sauvons-nous la vie. Allons passer Noël à Midoun !» Merci. Merci beaucoup pour cette nouvelle belle lecture. Et Valérie Rousseau, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue. Poète, traductrice, autrice, on vous remarque en 1999, et on vous remarque beaucoup, pour votre recueil Pas avoir édité. Vous avez eu le prix Apollinaire pour votre recueil Vrouze en 2015, mais le recueil était sorti, je crois, en 2012, si je ne me mélange pas dans les dates. Vous êtes traduite dans plusieurs langues, et vous avez aussi été publiée à la table ronde dans la collection La Petite Vermillon. Vous avez écrit, j'ai vu en faisant mes recherches, des chansons aussi pour le groupe Indochine. Normalement, le micro, si vous voulez réagir, je crois que le micro marche. Ah bah non. Fake non, news. pardon, je suis très émue et voilà, donc ça marche là ? Oui. Merci, excusez-moi. Donc vous avez écrit pour le groupe Indochine et vous avez été la rédactrice en chef de la revue Dans la Lune de 2004 à 2011. Et donc nous allons parler aujourd'hui de ce recueil qui est le dernier, Mon œil, dernier que vous avez publié à l'Atelier des Noyers, que vous avez réalisé avec la dessinatrice Bobby. Et c'est un recueil qui nous plonge dans le quotidien. Alors, mon œil, on comprend que ça a aussi une polysémie. Ça veut dire plusieurs choses, mon œil. Et donc, on est à la hauteur de vos yeux qui voient le monde et qui décrivent des instants de vie, des petites rencontres, des moments de solitude aussi. J'ai aussi failli perdre mon œil gauche. Voilà, et vous parlez de cet œil. Ça se voit, parce que on a réparé mes lunettes, mais on le voit quand on regarde les branches. Il y en a une qui est... Ouais. J'ai failli perdre un œil. Et vous l'évoquez plusieurs fois. Après avoir perdu mon compagnon, après avoir perdu aussi la moitié de mes revenus, parce que nous sommes en Macronie, faut qu'on parle de ces choses-là, parce que c'est important.
moi, j'écris presque plus de poésie, en fait. Mais j'ai écrit quelques poèmes. Ce qui est magnifique, c'est que j'ai pu travailler avec l'une de mes artistes, si ce n'est mon artiste préféré, Bobby, qui est dans le public. Et elle est cachée sous son chapeau, mais elle est là. Et puis une éditrice merveilleuse, Claire, qui s'occupe de l'atelier des noyers. Donc c'est très très gentil de nous accueillir, vraiment. Avec plaisir. Et nous allons écouter donc une lecture de Mon œil par Bénédicte. Seule à ma table, patiente, je cherche un mot. Je n'attends rien, ni personne. Quoique, je prendrais bien un verre de ce vin, qui sent le soleil et la pierre. Morgon de joie, rare, si rare, à faire rimer lumières et dictionnaires, misère et actionnaire, et vive Apollinaire. Un bonhomme seul, il faudrait dire bonhomme au singulier, mais avec un S comme solitaire. Il est pluriel et singulier. Il y a tant de bonhommes seuls. Seul, seul, seul. Une femme seule n'est pas une seule femme, même si elle peut être les deux. Peut-être aurais-je aimé voyager en métropolitain, écrire avec un stylographe, m'envoler en aéroplane, voler en métropolitain, voyager avec un stylographe, écrire dans un aéroplane, prendre le temps, putain. Merci beaucoup pour cette lecture. Et donc maintenant, nous allons parler des textes et nous allons parler d'amitié. Pour introduire la rencontre, je pense que c'est plutôt une bonne idée de parler de ce sujet en soi. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a déclenché l'envie de ne pas écrire un roman d'amour, mais un roman d'amitié. Et voilà, d'explorer ce lien particulier. Nolwenn Leblevenec ou Alexandra. Ok. Alors moi, c'est une histoire d'amitié en plus assez peu représentée, puisque c'est une amitié entre une femme et un homme qui sont tous les deux hétérosexuels et qui ne se finit pas en histoire d'amour, justement. Et donc moi, je voulais absolument raconter cette relation que je trouve très peu représentée, bien qu'elle soit vécue. J'en ai plein d'exemples autour de moi et ma propre expérience également. Mais c'est vrai que je voyais très souvent, en fait, l'amitié homme-femme hétéro comme une espèce d'antichambre, en fait, de la relation romantique, comme quelque chose qui, soit qui comptait pas vraiment, soit qui était forcément empreinte d'ambiguïté, comme si l'amitié, en fait, n'était pas une relation aussi valable que la relation romantique, que la relation de couple, etc. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait de raconter. Parce que j'aime bien raconter des histoires que j'ai pas lues. Et oui, parce que je voulais aussi honorer cette relation qui est l'amitié, qui n'est pas une relation par défaut, qui n'est pas une relation qui serait une passade, ou qui serait une relation adolescente, ou qui, encore une fois, serait un peu en dessous de plein d'autres liens, finalement. Donc je voulais honorer ça. Moi, c'était ça le point de départ. Et d'ailleurs, votre héroïne subit un peu cet aspect de second cercle, seconde importance de l'amitié, puisque la petite amie de son meilleur ami est avec lui depuis 1 an, et c'est elle qui orchestre tout. Et cette meilleure amie qui le connaît depuis si longtemps, finalement, passe complètement en arrière-plan. Oui, voilà, c'est-à-dire que dans ce deuil, elle a l'impression que son chagrin est moins légitime et moins pris en compte que le chagrin de
la famille du défunt ou de sa petite amie, en effet, alors que elle sait ou elle croit savoir que leur relation était fondamentale à leur vie à tous les deux. Et elle souffre énormément d'avoir l'impression que ce ne soit pas reconnu par l'extérieur. Alors, est-ce qu'elle a raison ou pas? Ça, c'est ce qu'elle détricote et découvre un petit peu aussi au fur et à mesure du texte. Mais oui, elle souffre d'avoir l'impression d'être dans une relation de seconde zone. Alors l'histoire d'amis et ce trio amical, c'est aussi intéressant puisque des trios amicaux, on n'en a pas tellement, et d'autant que vous n'explorez pas finalement un cliché qu'on aurait pu avoir, c'est le trio, mais dans lequel il y a un déséquilibre, ça aurait pu être... Voilà. Et vous explorez encore autre chose, vous vous situez encore ailleurs. Donc là aussi, il y a beaucoup d'originalité dans le propos. Oui, alors, donc, moi j'ai écrit sur l'amour en premier. Mon premier livre, c'est sur l'amour. Ça, c'est Donc fait, j'ai voilà. fait le truc classique, rejet amoureux, dépressif, comédie romantique qui se tombe par terre, casse la gueule. Et en fait, après ce premier livre, je me suis rendu compte, en plus c'était un livre assez autobiographique, je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé mon environnement qui avait été super soutenant, donc mes amis, et j'ai eu envie vraiment de dézoomer et de raconter. En fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié les personnes qui avaient été autour de moi. Et du coup, j'ai voulu me repencher sur ce lien d'amitié, et j'avais lu assez peu de choses. J'avais été quand même marquée par Elena Ferrante que voilà, j'ai dévoré. Et notamment, ce que j'avais aimé dans Elena Ferrante, c'est que l'amitié entre femmes n'était pas idéalisée. On a souvent beaucoup de clichés sur l'amitié, l'amitié féminine en particulier. Et j'avais envie de me raconter ces ambivalences, le fait qu'il y a des phases de fusion totale, mais il y a aussi des courants parfois de compétition, ou de rejet, ou de micro-sensations d'interactions ratées, de dîners ratés, et toutes ces choses-là, ces micro-variations de l'amitié, j'en avais pareil que toi, j'avais pas vraiment lu ça, et du coup j'ai eu envie de faire ça. Et c'est vrai que dans le livre, il y a à la fois une amie d'enfance, et qui me permet de raconter comment c'est la profondeur d'une amitié, la profondeur d'une relation, mais aussi du coup ce qui oppresse dans le fait qu'on connaît une personne depuis toujours et qu'elle ne vous voit pas changer, elle ne vous veut pas changer. Et puis il y a une amitié complètement différente, très contemporaine de la narratrice, qui est très très fusionnelle, qui est des amitiés d'intérêt, où tout d'un coup c'est comme un miroir et c'est quasi passionnel, et on aime les mêmes choses, on veut les mêmes choses au même moment, et parfois aussi ces amitiés-là, elles peuvent être contraignantes, et voilà, donc je voulais décortiquer ces deux types d'amitiés-là. Et vous montrez qu'il y a également une amitié qui se tisse entre les deux amis. Que je ne contrôle pas, voilà. Ce qui m'énerve beaucoup. Mais oui, en plus, il y a des courants dans le trio qui se forment, où tout d'un coup, je les vois exister sans moi, j'allais dire, sans la narratrice. Et aussi les micro-vexations de positionnement dans ce trio. Voilà, j'aime bien dire micro tout le temps, mais c'est des micro-trucs. Dans un micro. C'est du méta-micro. Merci beaucoup. Et alors, mon œil, donc Valérie Rousseau, j'ai envie de dire que dès la première page, on voit qu'il y a une forte histoire, beaucoup d'amitié autour de ce texte. Vous écrivez que c'est pour Gérard Roussel, poète opticien au Petit Soin à Nevers, et pour Christine, sa compagne Fée, pour nos amis Agnès Bélégo et Françoise Roux. Et vous deux, donc vous et Bobby, êtes amis. Donc il y a quand même comme une espèce de champ de fleurs, et je le dis d'autant plus qu'il y a des fleurs très jolies qui illustrent cette première page, un champ de fleurs d'amitié. L'artiste est dans la salle, mais elle n'a peut-être pas envie qu'on parle. C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'on s'était dit que ce serait bien qu'on puisse composer un livre ensemble. Moi, je ne suis pas du tout romancière, pas du tout. Je pourrais éventuellement écrire un récit où je fais de la traduction, mais sinon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue, les langues étrangères, l'étrangeté dans la langue maternelle et la linguistique. Donc, je ne suis pas du tout dans le roman et dans... comment dire, raconter une histoire. La fiction.
Pas du tout. Pas du tout. Sauf que là, pour le coup, mon œil, j'ai vraiment failli le perdre, l'œil gauche. Parce que j'étais invitée à boire un apéritif. J'habite dans une petite ville de Bourgogne qui s'appelle Nevers, qui est très jolie. Et j'ai raté une marche dans un escalier. Bon, j'habite dans les remparts. Je me suis construit 2 remparts. Un rempart de livres et le rempart de Nevers, qui est une ville fortifiée. Et j'ai raté une marche et je me suis cassé la figure. Et j'ai écrit cette toute petite chose. Hein. Mon œil, c'est vraiment une toute petite chose. Ça ne correspond pas forcément à mon travail. Pas plus que, enfin, c'est modeste. Mais ces poèmes-là, je les ai écrits pour dire, voilà, imbécile, tu as failli perdre un œil, et pas n'importe où, hein, dans une rue en escalier historique. Et voilà. Bon. J'ai écrit cette petite chose. Alors, l'amitié, c'est celle de Bobby, parce que c'est un livre qui est à 2, hein, 2 personnes. Donc moi, j'ai pour les mots et Bobby pour les images. On voit dans vos livres, hein, vous en avez parlé, et on le voit aussi dans le recueil d'ailleurs, un peu tous les visages de l'amitié et du rapport à l'autre. D'ailleurs, dans le recueil, vous croisez à un moment donné un chauffeur et vous sentez comme une connexion. On a l'impression que vous êtes quand même attaché à ces, je vais dire micro aussi, hein, ces micro-connexions du quotidien, qui ne sont pas des grandes amitiés de toute la vie, mais qui sont quand même une façon de dire je suis au monde et je suis aussi à l'autre. C'est quelque chose qui résonne en vous aussi dans ce recueil. En l'occurrence, le garçon, c'est un gilet jaune, ça va peut-être parler à certaines personnes. On s'est beaucoup battu, on continue. On va attendre le 8 juin. Mais alors, le 8 juin, moi, je suis à double tranchant sur le 8 juin parce que, d'un côté, est-ce que c'est un monsieur de droite, que je respecte, hein, qui va nous sortir de la Macronie, ou est-ce que... Parce que la poésie, c'est lié à la politique. Je veux dire, les bons poètes, c'est pas des carpettes, sinon c'est pas des bons poètes. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit faire des... Moi je m'en fiche des salons, des invitations et des trucs. Je me disais, le 8 juin, c'est une date énorme, parce que c'est la date, et ça je l'oublierai jamais, c'est la date où Robert Desnos est mort. Hein, Robert Desnos. Les nazis ont tué des tas de gens, dont Robert Desnos. Et il a été incinéré avec une rose. Parce qu'il se trouve que les gens... Vous savez, les nazis, quand ils ont su qu'ils avaient perdu la guerre, ils ont quand même mis ils ont passé le typhus à tous les pseudo-rescapés, dont ce poète. Et il s'est trouvé qu'il y avait un jeune homme et une jeune femme. Elle était infirmière et lui, journaliste, ou l'inverse. J'ai des petits trous de mémoire. J'ai eu un accident vasculaire cérébral il n'y a pas longtemps, donc je suis un petit peu à côté de mes pompes. Mais toujours est-il que la jeune femme, elle a dit « Mais vous êtes le poète, Robert Desnos ?» Il a fait un signe de la tête parce qu'il avait des yeux comme des huîtres. Il avait des yeux extraordinaires. Il est mort très peu après, mais en tout cas, il a été reconnu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est le poète que j'ai, depuis mon enfance, qui m'accompagne depuis toujours. C'est le seul poète dont je ne me suis jamais détachée. Et je me suis dit, s'il n'y avait que des Robert Desnos, le monde irait beaucoup mieux. Et on a aussi des amis qui sont les grands poètes, qu'on ne côtoie pas forcément, mais qui sont dans notre quotidien. J'ai trouvé très intéressant dans La pyramide du monde, Alexandra Matine, que vous décriviez ce qu'est l'amitié, en tout cas du point de vue de votre narratrice, qui a une sensation très forte
d'être l'ami et que cette amitié est une amitié absolue et vraie. Et en même temps, vous décrivez ce que n'est pas l'amitié. Et il y a tout un tas de situations de potentielles rencontres. Par exemple, collègues de bureau avec qui on va boire un verre, ça se passe très bien. On se dit que le lendemain, on déjeune. Et puis, le lendemain, elle ne nous rappelle jamais. Voilà. Potentiel rendez-vous amoureux avec qui on pourrait peut-être avoir une aventure ou plus, mais on mange une orange, on met l'orange sur le plan de travail est en marbre, ça énerve tellement la personne que la relation s'arrête. Donc vous parlez de ce qu'est une amitié, mais aussi de ce que n'est pas une amitié, et aussi de ce que notre monde moderne fait aux relations, qui se prennent des portes de manière à la fois absurde et en même temps violente. Qu'est-ce que vous vouliez montrer, peut-être de ce côté un peu éternel de l'amitié, et en même temps très contemporain des relations éphémères ? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que le personnage de Cyr, qui est donc le personnage principal, elle est extrêmement entière et elle s'attache très vite aux gens tout en ayant une peur absolument panique du rejet. Et donc, en fait, elle ne sait plus aussi comment s'attacher aux autres. Et elle a toujours un peu l'impression ou la peur de faire des faux pas, peut-être, enfin dire ou faire la chose qui fait que l'autre personne ne va pas nous aimer, nous apprécier, ne va pas vouloir nous connaître plus. Donc ça, c'était une partie de ça que je voulais montrer à travers un personnage qui est d'une certaine façon dans l'extrême. Et puis, je pense aussi de ce paradoxe en fait de la valorisation des relations en général, c'est-à-dire d'être entouré, de savoir facilement communiquer avec les autres ou connecter avec les autres, d'être à l'aise dans des situations sociales, etc., qui est paradoxal avec ce que je disais au début, qui est que l'amitié, en revanche, est une relation que je trouve assez peu valorisée. Donc c'était ça aussi que je voulais mettre en contradiction. Je voulais montrer comment ça s'oppose à travers ce personnage qui justement en fait ne comprend pas cette cartographie. En fait, elle ne sait jamais quand est-ce qu'elle a le droit d'aller plus loin dans une relation, quand est-ce qu'elle doit se forcer, doit-elle se forcer ? Et elle souffre beaucoup du manque de naturel, en fait, je pense, des relations qui l'entourent. Alors, en plus, elle évolue dans un milieu où la sociabilité est extrêmement... fait presque partie du travail, puisqu'elle est dans la publicité. Un milieu où il faut être toujours très positif et tout ça, elle a du mal à être comme ça et du coup elle se retrouve à, dès que quelqu'un entrouvre la porte, à vouloir s'engouffrer et puis parfois aller trop loin et du coup le rejet est d'autant plus violent et dès qu'elle s'autorise à être vulnérable en fait dans l'amitié, elle sent qu'elle fait une erreur. Et la seule personne qui ne lui a pas fait sentir ça, c'est son meilleur ami qu'elle vient de perdre. Et au moment où elle le perd, en fait, du coup, le monde n'a plus de sens pour elle. Et elle a l'impression que l'amitié s'éteint avec cet ami. Oui. C'est assez fort dans le texte. On sent ça fortement chez elle, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'absolu. Cette personne l'a sauvée à un moment, quand même, de sa vie. Et aussi en ayant créé, tu parlais tout à l'heure d'amitié fusionnelle, en ayant créé cette amitié fusionnelle, elle s'est aussi énormément détachée du reste du monde et des autres. Et du coup, oui, elle ne sait plus comment être en relation avec les gens qui ne sont pas dans cette relation fusionnelle avec elle, en fait. Donc, aussi bien soit faire une première démarche, soit découvrir quelqu'un, ça lui est extrêmement difficile parce qu'en fait, avec son meilleur ami, elle a déjà tout ça. Donc pourquoi elle irait chercher ailleurs aussi ? Alors c'est encore autre chose qui arrive qui se passe avec Armelle. Elle se pose plein de questions
Et notamment, à un moment donné, elle voit une scène et son amie et elle n'en font pas du tout la même lecture. Et elle se dit, mais si on peut comprendre de manière si différente, Anna et moi, la même chose qu'on est en train de voir, si on peut avoir une interprétation si différente, de quoi parle-t-on quand on se parle? Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que finalement, ça m'a presque fait réfléchir sur l'existence même de l'amitié. Je me suis dit, mais en fait, l'amitié qui est si importante pour cette femme et pour votre narratrice, bien en même temps, on a presque l'impression parfois que c'est un concept un peu douteux, et presque comme si soi-même on plaquait ça sur les autres. Alors, oui, je ne veux pas être complètement négatif parce que c'est quand même l'amitié est une belle chose. Juste, je veux réagir à ce que disait Alexandra. Il y a un livre qui s'appelle Les Amis d'Emmanuel Bove, qui raconte, je ne sais pas si tu l'as lu, mais qui raconte comme ça un homme beaucoup trop intense et qui essaye de se faire des amis, et tout le livre, et il passe son temps à croire qu'il a des amis, à payer des verres à des gens en se disant bon bah ça y est, on est amis, et en fait c'est l'échec en permanence parce qu'il est beaucoup trop il sait jamais en fait comment se positionner, beaucoup trop intense ou pas assez, enfin bon, voilà. Et oui, cette scène, elles sont sur une île en Bretagne. C'est le moment où ça commence à se corser entre elles trois. Et elles regardent toutes les deux une scène à travers des jumelles et elles ne la voient pas du tout de la même façon. Et cette narratrice, Armelle, qui est névrosée, angoissée, méga réflexive, voilà, commence à douter même de l'existence d'une discussion possible, en fait, puisque, en fait, si les mots recouvrent des réalités aussi différentes, est-ce que quand on les emploie, on utilise les mêmes? Voilà, donc mais c'est bon, c'est le moment où elle commence à voir tout en noir en réalité, et en fait tout est désaccordé. Et voilà, et même elles n'arrivent même plus à se mettre d'accord sur ce qu'elles sont en train de regarder. Mais oui, exactement, puisqu'à un moment donné, elle dit « chacun voit le monde selon son propre champ optique » ou « chacun évolue dans son propre champ optique ». Donc c'est comme si, en fait, on était une collection de solitudes, les unes à côté des autres, qui parlent, mais qui ne se comprennent pas. C'est ça ? Ouais, tout à fait. Et vous non, mais puis, cette histoire de champ optique, c'est qu'effectivement, au moment qu'elles sont sur cette île en Bretagne, qui est une île déserte dans la baie de Morlaix. Donc, c'est un endroit un petit peu angoissant, hein, parce que, en fait, c'est pas complètement au milieu de la mer, donc c'est quand même suffisamment proche du continent pour qu'il y ait des drames, en fait, pour qu'il y ait des gens qui viennent en kayak la nuit nous tuer toutes. Mais ça, c'est la narratrice, de toute façon, est très angoissée, de manière générale. Et elle regarde l'horizon comme ça, et elle se rend compte aussi que chacune voit différemment, ne serait-ce que la ligne d'horizon, parce qu'en fait, c'est une construction optique. Et voilà, donc en fait, c'est tous ces petits moments où, en fait, de défusionnage de leur amitié, où en fait rejaillit en permanence la solitude. Et puis c'est symbolisé par cette île qui est en fait, de façon un peu cliché, mais de dire qu'effectivement on est quand même seul au milieu de la mer, même si on a des amis, quoi qu'il arrive. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi ça, et d'ailleurs on le sent dans cette relation perdue et un peu idéalisée de votre narratrice avec son meilleur ami, c'est qu'elle dit mais en fait lui savait trouver la bonne distance et il savait que parfois la distance ou le silence est une preuve d'affection plus vive qu'un câlin, quoi. Oui, et c'est justement ça qui fait de cette relation quelque chose de si important pour elle, parce que elle se sent perpétuellement incomprise, et tout d'un coup elle se sent comprise, même dans ce que elle considère comme des bizarreries, qui en fait beaucoup de jugements sur elle-même, hein, aussi, et aussi parce que elle a du mal à exprimer peut-être ce qu'elle voudrait des autres, donc elle espère que les autres le devinent. Et pour elle, c'est ça la preuve ultime de la force des amitiés qu'elle construit ou des amis qu'elle a, c'est finalement, sont-ils capables de deviner ce qu'elle désire sans qu'elle ait à le verbaliser, ce qui est une demande extrêmement injuste, hein. Oui, c'est ça, c'est
qui va me sortir de ma solitude? Parce que je suis d'accord, je pense que l'amitié fait aussi vachement prendre conscience de la solitude. Tu parles d'être dans un trio d'amis et puis il y en a 2 qui se voient sans toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense qu'il y a ces moments-là, et d'ailleurs son meilleur ami à elle tombe amoureux de quelqu'un, elle a extrêmement peur que ça remette en cause aussi leur amitié, parce que comment se placer par rapport à la relation amoureuse. Et oui, il y a vraiment ce côté qui va me comprendre mieux que personne. Et une fois que cette personne est arrivée, j'arrête de chercher. Et puis il y a aussi la nécessité, et ça on le voit dans les amis, d'apprendre à être seul et d'apprendre que les autres ne parlent pas forcément un langage différent et que c'est un peu facile de dire ça, de dire finalement on n'est que des solitudes et on s'accordera pas, et donc de prendre des décisions qui peuvent être blessantes pour les autres. J'ai trouvé assez intéressant aussi de réfléchir aux frontières qu'on peut franchir et celles qu'on peut pas franchir, c'est-à-dire tout cet art délicat de l'amitié qui est à la fois de prendre soin de soi, de faire ce qui est bon pour soi, et en même temps de s'interroger aussi sur ce qui est bon pour l'autre. Ouais, c'est tout le temps des allers-retours entre son propre plaisir, le plaisir de l'autre, respecter ses propres frontières, ses propres besoins d'indépendance, mais notamment le silence, c'est très intéressant, le silence. Il y en a peu, mais c'est vrai que être en silence avec quelqu'un, ça peut poser 1000 questions sur est-ce qu'on a encore des choses à se dire, est-ce qu'au contraire c'est une preuve d'intimité. Voilà, je pense que l'amitié est pleine de variations, peut-être plus que l'amour qui, avec des grosses notes, soit aiguës, soit graves. Dans l'amitié, c'est beaucoup plus volatile et du coup, pour une narratrice angoissée comme Armelle, c'est aussi un énorme casse-tête et une énorme contrainte au quotidien en fait de savoir si tout est ok. Les gens l'aiment encore, elle les aime encore, et on peut continuer d'avancer dans la vie, quoi. Et la solitude, c'est une chose que vous travaillez également, Valérie Rousseau. Vous écrivez une phrase que j'ai trouvée très belle et que j'ai notée. « Une femme seule n'est pas une seule femme, même si elle peut être les deux. » Et ça, j'ai trouvé que c'était une phrase sur la solitude qui résonnait quand même avec tout ce qu'on vient de dire aussi sur la... Là, en fait, j'étais en train, en vous écoutant toutes les deux, j'étais en train de penser, pas du tout à Valérie Rousseau, mais je pensais à un couple de danseurs sur glace. Vous les connaissez sûrement, mais j'ai des trous de mémoire. J'ai fait un petit AVC, j'ai des petits trous de mémoire. Gabriella et Guillaume. Gabriella Papadakis et son compagnon. Ils sont en fait l'amitié absolue. Ils se sont connus, ils ont commencé à danser sur la glace. Ils avaient 7 ans. Ils étaient petits. Et ils sont maintenant, ils doivent avoir une petite trentaine d'années. Enfin, voilà, je suis en train de nous sortir du champ littéraire. Une femme seule n'est pas une seule femme, même si elle peut être les deux. Oui, c'est vrai que j'ai écrit ça, mais c'est pas... En tout cas, c'est une phrase que je trouve intense. Ah, merci, parce que une de mes amies m'a dit c'est pas ce que tu as écrit de mieux. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec l'ami en question, mais bon. Non, c'est une phrase qui résonne énormément. Bon, j'en sais rien. En fait, je pensais à moi, mais j'avais pas encore adopté mon chat à l'époque. Donc, votre chat qu'on voit dessiner dans le texte. C'est Bobby, lui qu'on voit. Bobby, son chapeau. Elle dit donc Bobby, t'es en train de me prendre en photo. C'est mon chat dans les images. C'est Sacha. Il s'appelle Sacha. Il est extrêmement intelligent et le pauvre. Je souhaite à personne d'être Sacha parce que je lui lis toutes mes traductions. Pour être sûr que ça sonne bien, avant d'envoyer à l'éditeur. Parce que bon, je paye mon loyer en faisant des traductions. C'est ce qu'on peut. Mais pour ce qui est de l'amitié, moi, je suis plus... Alors, je pensais à ce couple patineur qui, en fait, c'est plus que de l'amitié. En fait, c'est de l'amour, sauf que lui est homosexuel. Donc, il n'a pas de désir physique pour elle, mais c'est l'amour absolu. Et regardez-les.
Franchement, regardez-les. Il n'y a rien de plus beau que leur chorégraphie. C'est pas que du sport. C'est vraiment c'est le parade nuptial. C'est magnifique. C'est de la danse au plus haut niveau. Et sinon, j'ai écrit sur l'amitié. J'écris des choses sur l'amitié. Oui, parce que je trouve que, en principe, ça dure. On lâche pas un ami. Je me souviens de mon papa qui pleurait. J'avais un père qui c'est bien parce que mes 4 frères, j'ai 4 frères et 2 sœurs, s'autorisent à pleurer, ce qu'on n'autorise pas toujours aux garçons. Mais quand on a un papa qui pleurait, et papa il pleurait en écoutant Jacques Brel, voir un ami pleurer. Voilà, ben pour moi, la poésie, c'est juste pas dire oui, chef, quoi. Donc, et pouvoir un peu. Enfin, c'est une illusion, hein, mais une illusion de liberté grande, quoi. Alors, mon œil, c'est vraiment de la blague. Hein. À la fin, la date Né en 1900. Le 4 juillet 1904, vous vous doutez bien que c'est pas ma vraie date de naissance. Je me suis doutée. C'est celle de Robert Desnos. Je fais des blagues tout le temps. Donc, sinon, je ne pourrais pas survivre dans ce monde de MERDE. Je ne pourrais pas. Vous parlez de Robert Desnos et de cette amitié, peut-être ce lien qui vous lie. Quand vous traduisez, est-ce que vous vous sentez aussi en connexion avec les auteurs? Un peu comme des amis Alors, quand ils sont vivants, je les interroge. Et quand ils sont morts, ma foi... Vous sentez je me débrouille autrement. Parce que donc là, j'ai 2 traductions qui sortent pour le marché de la poésie. Holly McNish, une jeune femme d'origine écossaise, et Pascal Petit, elle a un nom français parce que son père était français, qu'il l'a reconnu, mais en fait, elle n'écrit pas du tout en français. Et elle a été élevée par sa grand-mère galloise. Donc, pour les gens que ça intéresse, le marché de la poésie... Place Saint-Sulpice à Paris, ça commence... C'est la semaine prochaine. C'est là, ça commence le 7. Ouais. Et tout le week-end prochain. J'y serai. Et pas pour mes textes, mais pour mes traductions, pour le coup. Parce que traduire... j'ai voulu arrêter plusieurs fois, puis je me suis dit, mais si personne traduisait, on n'aurait plus que des littératures nationales. Ce serait malsain, en fait. Parce que, et c'est pour ça que je continue en fait de traduire, mais bon, oui, pardon, oui, bon, oui. Alors j'ai une signature pour le petit livre Mon œil le samedi à Claire, tu te souviens, parce que j'ai dit 18h. Le samedi à 18h, oui, mais. Non, mais c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait tellement faire de l'autopromotion. Mais par contre, oui. Mais c'est bien noté. Samedi à 18h. Non, mais c'est pas bien, c'est que j'ai juste parlé des traductions et pas du livre avec Bobby, parce que pour moi, je suis ici parce qu'il y a le livre avec Bobby. Donc, du coup, je me pardonne. Entendu. Alors, il y a une question qui se pose et qui est, je pense, une question que se posent les gens qui regardent d'autres auteurs ou autrices écrire et qui s'interrogent sur ce miracle de l'écriture. C'est le grand questionnement qui concerne Armelle, qui est quand on fait de la fiction, à partir de la matière de sa propre vie, où est la limite? Et ça, quand on est ami avec un écrivain, alors je ne sais plus, j'ai regardé récemment un film dans lequel, c'est le film... sur cet auteur qui d'un coup devient écrit sur sa famille, dit à partir du moment où un écrivain naît dans une famille, la famille est fichue. Et finalement, on peut se dire, à partir du moment où on devient ami avec un écrivain, est-ce qu'on n'est pas un peu foutu aussi? Et ça, c'est une question que se pose évidemment Armelle qui fait des films. Et c'est une question que vous vous posez aussi quand vous écrivez, de vous dire, mon entourage va-t-il se retrouver? Est-ce que je peux dire des choses de mes amis? Oui, toute la deuxième partie du livre Les Amis tourne autour de cette idée de est-ce qu'Armelle a le droit de voler des choses à ses amis? Est-ce qu'il y a trahison ou pas? Puisqu'elle-même fait des films, écrit un scénar.
Et en fait, oui, j'avais envie de traiter cette question parce que mon premier livre était assez autobiographique et racontait une passion amoureuse, mettait en scène des gens, des vrais gens. Alors, tout était maquillé, mais tout était quasiment vrai. Et du coup, j'ai été vraiment confrontée à cette question de comment on fait, quelles sont les règles déontologiques de l'écriture, où on s'arrête, est-ce qu'on fait relire. Voilà, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser et de ne pas utiliser. Pour continuer de se respecter soi-même et les autres. Et du coup, toute cette deuxième partie, dans le livre Les Amis, elle traite ces questions-là qui m'ont été posées au premier livre, en fait. Donc j'avais envie de mettre en scène une dispute autour de cette question, de pouvoir défendre les gens qui s'inspirent des choses qui les entourent et de pouvoir m'engueuler moi-même de le faire. Et donc ça crée... c'est une question qui est difficile à répondre. En réalité, c'est quand même du cas par cas. Moi, mais c'est vrai que je considère que la limite s'arrête à celle des autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que leur faire du mal trop, mais après, il y a des très beaux livres qui font du mal à des gens qui existent. Donc, je ne sais pas bien, ça c'est ma charte à moi, mais c'est vrai que maintenant, il m'arrive d'avoir des amis qui me disent ça ne termine pas dans un livre. J'espère. Ah oui, donc ils font du off. Voilà. Ils disent ça termine pas dans un livre, voilà. Donc et ça bon, je les comprends. Et en même temps, je suis triste qu'on en soit là, hein. Mais c'est de ma faute. Mais ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve ça compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra Mathilde? Vous avez ce genre de dilemme ou de déontologie quand vous écrivez? Alors moi, mon premier roman, c'était sur la famille. C'était l'histoire d'une famille. Aussi très inspiré alors pas autobiographique, parce que pas de mon point de vue, mais aussi très inspiré de choses très personnelles, dans lesquelles évidemment se sont reconnus mes parents, etc. Moi, ma politique, c'est moi qui décide. Je pense que ça ne veut pas dire que j'y pense pas. C'est une question que j'ai hyper souvent. Je suis d'accord sur... pas tant est-ce que j'ai le droit de raconter ça, mais plutôt, moi, ce qui m'embête, c'est si les gens se reconnaissent, vont-ils reconnaître les bonnes choses que moi, j'ai voulu mettre dans ces personnages dans lesquels ils se reconnaissent, parce que pas forcément, en fait. Et je trouve que... Parfois, les gens qui croient se reconnaître dans ce qu'on écrit, c'est assez révélateur de la relation qu'on a avec eux. Et parfois, les gens voient plus facilement voient peut-être un portrait dans lequel ils ne se reconnaissent pas et du coup voient ça comme quelque chose de négatif alors que ne se rendent pas compte nécessairement des sentiments avec lesquels ça a été écrit, par exemple, qui peuvent être incroyablement positifs, profonds, pleins d'amour, etc. Je pense qu'en plus, voir les défauts des autres, ce n'est pas une preuve qu'on ne les aime pas, même c'est l'inverse. Donc oui, c'est une question, je trouve c'est une question qui m'habite. Après, c'est pas quelque chose que je m'interdis de faire parce que moi, j'écris sur les liens, les choses qui nous lient. Donc je sais par défaut que je ne vais pas pouvoir me détacher de ce que j'ai vécu ou des gens que je connais. Mais en revanche, j'ai clairement fait comprendre à mon entourage que je ne voulais plus qu'ils me disent ça, en revanche. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'ils me disent genre, oh, est-ce que machin, c'est machin, est-ce que truc, c'est truc, mais ça s'est pas passé comme ça. C'est insupportable. Comme si, voilà. Ils croient voir des choses alors que c'est pas ça. Ils se reconnaissent dans des personnages dans lesquels ils sont pas. Et puis ceux qui ne se reconnaissent pas se plaignent en disant je ne suis pas dans ce livre. Pourquoi je ne suis pas dans ce livre? Pourquoi t'écris pas sur moi? Réjouis-toi de pas l'être. Ah oui, il y a des vexations. Oui. Voilà le conseil. Hein. Non, d'autant que vous prenez toutes les deux le parti d'écrire au jeu. Oui. Donc, ça rajoute aussi, là, c'est la liberté d'autrice absolue, mais en même temps, oui, il y a ce côté. Alors, vous, dans votre livre, il y a ce jeu, puis parfois, vous vous adressez au tu, au meilleur ami disparu. Oui. J'ai trouvé ces moments-là très forts. Merci. Dans la narration. Donc, il y a aussi cette façon. Mais les constructions des deux romans sont très réussies. Vous, dans
ces sphères temporelles, un peu comme si vous aviez fait des capsules temporelles narratives, qui sont vraiment à la fois déterminées dans le temps et dans la géographie, avec cette bonne idée des îles. Et puis vous, avec d'un côté ce voyage géographique, ce voyage intérieur, et cette narration qui passe du jeu au tu. Ouais. Parce que dans le roman, donc un des fils rouges du roman, c'est elle qui doit écrire donc un texte pour l'enterrement de son meilleur ami, et elle se trouve incapable de le faire parce que comment résumer cette amitié en un texte court. Et donc on la suit dans les quelques jours en fait qui précèdent ce moment fatidique de la cérémonie. Et son incapacité à parler de cette amitié. Et en fait, je voulais que le roman réponde un peu à ça, en fait. Je voulais que ce roman, ce soit un peu aussi le discours qu'elle n'arrive pas à écrire. Et ce tu, en fait, c'est aussi l'intimité qu'elle n'arrive pas à dire ou qu'elle ne veut pas dire. Parce que dans cette amitié qu'elle a avec cette personne, il y a vraiment un aspect bulle. Enfin, ils ont construit un univers à deux, en fait, et il fallait qu'il existe d'une certaine façon, lui et cet univers aussi. Qu'on comprenne, en fait, comment, pas juste à travers ses souvenirs, mais aussi comment ils se parlent. Parce que c'est aussi comme ça qu'on crée des liens avec les autres, quoi. C'est comment on se parle, de quoi on se parle, quand est-ce qu'on se parle, et surtout dans l'amitié. Il y a les gens qu'on appelle à 3h du matin, et puis il y a les autres. Mais donc voilà, c'était une façon de le faire exister, tout en le faisant exister ce personnage disparu, aussi uniquement à travers les yeux de la personne qui pense l'aimer plus et mieux que les autres. Vous êtes d'une grande modestie quand vous parlez de mon œil, Valérie Rousseau, mais quand vous écrivez vos poèmes, à qui est-ce que vous les adressez? Et ce recueil-là? Ce recueil n'est pas forcément représentatif de mon travail. Moi, je le trouve très beau, ce recueil. Depuis, je vous entends moi, dire, j'y tiens beaucoup parce que c'est un livre à deux, hein, donc c'est Bobby et moi quand même. Il y a deux auteurs, en fait, deux autrices. Je veux dire, les textes, les petits poèmes et puis les images. Mais sinon, moi, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais j'ai toute petite quand j'ai commencé, donc c'est tout ce que j'ai trouvé en positif pour vivre, en négatif pour ne pas mourir. C'est-à-dire que dès l'instant où il a fallu quitter le jardin de ma grand-mère et aller vivre dans une maison normale avec une télévision et tout le bordel, j'ai compris toute petite que j'avais le paradis, c'était fini. Comme on vivait loin de tout, avec papa et maman, on n'avait pas d'argent du tout, et loin, mais vraiment loin de tout, parce que je vois les amis que j'ai, la plupart des amis que j'ai, les bons poètes que j'aime aussi, ils ont presque tous un piano chez eux, ils ont presque tous. Ben non, nous on n'avait pas ça, quoi. Nous c'était pas ça du tout. Et on ne n'est pas égaux, hein, on le sait bien, mais et la poésie, cette chose qui ne réclame aucun diplôme, peut permettre à une petite gamine qui a une bonne instite, qui a vachement de mémoire. Je suis hypermnésique, donc je me dites rien surtout, je retiens tout. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc ça pose certains soucis. En fait, pour le coup, l'écriture, moi, ça, c'est ce qui m'a permis de rester en vie, quoi. Parce que on est, quand on est enfant, c'est là où on est le plus intelligent, je crois, quand on est petit, je dirais entre 5 et 10 ans, et qu'on se rend compte que, voilà, ça c'est fini. Et ce que les adultes appellent le progrès, une télévision par exemple, une voiture et tout ça, et qu'on se rend compte que, non, nous, je parle de ma pomme et de l'un de mes frères, c'est pas ce qu'on voulait, mais on le subit. Et il y a tellement de gens dans ce cas-là. On pourrait être heureux. Quand ils disent qu'on est en crise, là, tout ça, on pourrait être heureux. L'argent, il y en a pour tout le monde. On pourrait être bien.
La poésie, pour moi, c'est ma planche de salut. Après, il se trouve que j'ai la chance d'avoir des lecteurs et des lectrices. Et mon œil, c'est mon côté... j'espère que mon éditrice ne me voudra pas, mais... il y avait quelques métiers qui m'intéressaient quand j'étais petite. C'était aviatrice ou clown. Vous voyez comment je suis atterrie aujourd'hui. On ne se rend pas compte comment tout ça se termine. Mais bon. Et mon œil, mais j'ai vraiment failli perdre mon œil. C'est une gourmandise, du coup, oui, Claire. Donc, c'est l'éditrice de mon œil, elle a de l'humour aussi. Il en faut, hein, parce qu'avec moi, c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'humour s'en sortent assez mal. Non, parce qu'en plus, je sais me bagarrer, tout ça comme un garçon. Mais c'est gentil de me poser des questions aussi pertinentes, parce que je serais... Vous voyez, moi, Valérie Rousseau, j'en ai plein de l'eau, donc je préfère écouter mes partenaires. Mais on est très heureuse de vous écouter aussi. Oui, moi aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non, j'ai l'impression que tout le monde est dans la méditation de ce qui vient d'être dit. Avant de passer à vos dédicaces qui auront lieu à l'extérieur juste devant, nous allons entendre un mot de clôture. Enfin, on m'a dit d'annoncer ça, donc c'est pas moi qui vais le faire. Hein, Voilà. Je pense que c'est à moi que revient cette tâche. Bonsoir, mesdames. C'est pas du tout aisé de parler derrière vous et je n'y prends aucun plaisir. Mais on m'a demandé de le faire, alors je le fais. Je me présente à vous, je m'appelle Christine Martin et je suis adjointe à la culture. Et j'ai le bonheur d'avoir dans ma délégation et de porter dans ma délégation Clameur. Clameur, et c'était la 11e édition et c'est formidable de bonheur. J'espère que vous avez vécu toutes ces rencontres aussi heureusement que j'ai pu les vivre. Qu'est-ce que ça fait du bien, non? On a l'impression d'être dans une île, sans oublier le monde, Madame Valérie Rousseau, sans oublier le monde. En tout cas, je ne l'oublie jamais. Ah, mais oui, c'est bien ce qui m'a semblé dans vos propos, Madame. Donc je vous rejoins. Mais nous étions dans cette île et avec grand bonheur. Et ces orages, et les techniciens sont heureux et je les salue parce que sans eux, on n'aurait pas pu s'entendre, on n'aurait pas pu être ensemble. Les techniciens sont heureux parce que d'orage, il n'y a pas eu. Je parle de météorologie. Les éditeurs et éditrices, auteurs, autrices de Bourgogne-Franche-Comté qui étaient avec nous hier sont heureux aussi, n'est-ce pas, chère Claire? Parce qu'il n'y a pas eu d'orage non plus. Ça, c'est une référence à Clameur de l'an passé. Mais une autre histoire s'est écrite. Et quelque part, il y a Sonia Deschamps qui se cache toujours. Elle se met toujours au fond. Sonia, viens. Sonia, c'est la conseillère littéraire. On vient de commencer l'aventure avec elle. 10 ans, nous avons travaillé avec Marie-Hélène Freissé et on vient d'entreprendre une nouvelle aventure avec Sonia Deschamps. Et elle est géniale, cette aventure qui débute. Donc ça va être merveilleux. Merci à toi, merci à vous pour tout ce que tu nous as proposé, imaginé, construit avec nos amis des bibliothèques. Et là, je n'oublie pas les bibliothécaires. Vous voyez là-bas, chers amis. Allez, allez, venez par là, mesdames. N'ayez pas peur. Je vous invite vraiment. Venez, venez. Il faut les appeler, hein, elles sont incroyables. Allez.
Et ça, c'est les équipes. Et voilà. Et ces dames, elles sont... Et ces messieurs, ils sont formidables. Et c'est grâce à elles, grâce à eux, qu'on est là et qu'on est impatient de l'année prochaine. Et puis, il y a les voix de clameurs aussi qui sont là, qui ont été menées cette année par notre ami Christian Duchange. Et toutes celles et tous ceux qui ont lu, alors les lecteurs, les lectrices, je vous en prie, faites-vous applaudir, vous l'avez largement mérité. Voilà, mesdames, clameurs, c'est tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup de bonheur, des mots qu'on n'oubliera pas, des rencontres qu'on ne va pas oublier, des livres qu'on va acheter. Et ça, c'est formidable, parce que clameur, c'est mettre en avant des autrices, des auteurs, des éditeurs, des éditrices, des libraires, et toutes celles et tous ceux qui prennent le risque de la littérature. Voilà. Je ne sais pas si Sonia veut dire quelque chose. Sonia. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, juste, mais vous le savez, le plaisir immense que j'ai pris à rejoindre l'équipe de Clameur. Et comme j'ai été heureuse de partager ce week-end avec vous toutes et tous, les modérateurs et modératrices, les autrices, les auteurs, toute l'équipe des bibliothèques et bien évidemment vous toutes et tous qui êtes venus nombreux et nombreux à chacune des rencontres. Donc merci infiniment pour votre écoute, pour votre curiosité et puis vivement l'année prochaine. Ah ouais.